En route et vous dire que, j'ai coupé votre micro pour éviter, d'avoir des problèmes de son pendant la conférence, enfin la conférence, le moment où je vais m'exprimer, voilà. Donc je pense que je vais vous parler pendant 10 minutes, un quart d'heure et puis après je vous laisserai exprimer ce que vous avez à exprimer et si on n'est pas très nombreux, je pense qu'on pourra réactiver les micros et poser les questions, verbalement en simplement désactivant son micro comme on le fait habituellement sur Zoom. Alors, aujourd'hui, c'est la 19e édition de la journée de la non-violence éducative. C'est quand même complètement fou, pour moi en tout cas, qu'il ait créé cette journée. Je l'ai créée en 2004 et je l'ai créée sur la base du fait que je pensais que les parents auraient l'énergie d'organiser des petits groupes pour discuter entre eux, pour trouver des alternatives à la violence éducative. C'est un autre temps. On avait beaucoup moins d'informations qu'on a aujourd'hui par rapport aux neurosciences sur le développement des enfants. En tout cas, sur le plan physiologique, bon, il y avait déjà les sciences cognitives dont les neurosciences font partie, mais on avait beaucoup notre expérience à cette époque-là. Et moi, j'avais créé un groupe de soutien qui était à l'époque le plus gros groupe de soutien francophone, de soutien à la parentalité non violente. Parce qu'effectivement, pour donner ce qu'on n'a pas reçu, j'ai remarqué que c'était compliqué et que il nous fallait du soutien d'une certaine manière. Et alors, figurez-vous que cette semaine, j'écoutais sur France Culture des émissions sur les sports de l'extrême. J'étais vraiment très intéressée par cette histoire de sport de l'extrême. Et je me suis dit, en écoutant Jean-Louis Etienne, Isabelle Autissier, des gens qui ont traversé la Manche, même parfois en étant en situation de handicap, enfin des trucs comme ça, je me suis dit, mais moi, mon sport de l'extrême, c'est d'avoir été parent de 3 enfants, dont 2 d'écart d'âge proche, de 16 mois, et de 4 beaux enfants, figurez-vous. Donc, pour moi, c'est mon sport de l'extrême parce que ça ne s'est jamais arrêté et je suis toujours là-dedans, finalement, à me dire que ça demande une énergie considérable d'être parent. Et c'est pour ça que j'ai créé tout un dispositif de soutien à la parentalité. Au bout d'un moment, après avoir créé le premier contenu français qui s'appelait Connexion Parents, qui s'est appelé après Vivre en famille, j'ai créé Vivre et grandir ensemble et j'ai fini par me dire j'en sais assez sur la parentalité pour former des consultants, consultantes en parentalité. Et ces personnes, qui sont vraiment des personnes des personnes merveilleuses, chacune dans leur région. J'ai Mathilde Robot à côté de moi qui est dans le Var. Ces personnes-là, elles font tout le travail que j'ai fait toute seule pendant toute une époque. Et aujourd'hui, je me sens vraiment soutenue par mon réseau. Mon réseau, ce sont des professionnels qui accompagnent les parents à la fois en faisant des entretiens individuels, en animant des groupes, en animant des cafés des parents. On va vous mettre la carte pour que vous voyez si dans votre région il y a un consultant. Vous voyez qu'il y en a beaucoup et qu'il y en a de plus en plus et que ces personnes, elles font un travail chacune dans leur région de soutien à la parentalité. Et moi, ce que j'ai constaté dans ce domaine-là, c'est que lorsqu'on soutient les parents, finalement, les parents ont envie aussi de donner de l'énergie dans ce domaine qui est vraiment un domaine que je trouve complexe, à la fois complexe et passionnant. Et du coup, les parents prennent le relais, organisent des choses, se retrouvent en autonomie. Parfois, les groupes se retrouvent en autonomie. Je ne sais pas si tu as un témoignage à donner là-dessus, Mathilde. Oui, complètement, oui, oui, les ateliers Vivre et grandir ensemble, c'est au-delà après des ateliers, les parents, créent des liens et continuent à se voir, à se soutenir, et c'est vraiment l'objectif de ces Ouais, ateliers, les rendre autonomes. Moi, j'aime beaucoup cette oui. notion d'autonomie, en fait. Tout à fait, les rendre autonomes et puis les rendre aussi, leur redonner confiance en eux en fait. Il y a tellement de Mmh. parents qui perdent confiance avec toutes les informations qui viennent de partout. Donc bon, moi j'ai commencé avec un premier enfant, hein. Je vais vous parler un peu de mon histoire familiale. Mon premier enfant, Agathe,
Alors, je n'avais aucune culture, enfin, j'avais pas vraiment de culture de la parentalité, hein, à part Dolto, qui était déjà à l'époque contre la fessée. Donc, franchement, Dolto, c'était déjà pas mal. Hein, ça augmentait le niveau par rapport à ma mère. Mais c'était très, comment dire, c'était très intellectuel, quoi. Je me rappelle que je parlais à ma fille, elle était bébé, je lui disais, on va faire ça, puis je vais te changer, et puis on va se séparer avec ton papa. Elle avait 10 mois quand je lui ai dit ça. Et j'étais tellement absolument convaincue que les bébés comprenaient tout, comme le disait Dolto, que quand elle a eu 4 ans et qu'elle m'a dit ah, mais pourquoi moi, j'ai pas mon papa qui vient me chercher à l'école? Je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, mais en fait, je t'ai répété ça pendant que tu étais bébé, peut-être pendant… J'étais un peu dans une espèce de naïveté aussi du parent qui croit vraiment l'expert, le spécialiste qui est là et bon, les bébés comprennent tout. Moi, ça me parlait beaucoup, mais les bébés ressentent. C'est pas qu'ils comprennent, c'est qu'ils ressentent nos tensions, ils ressentent beaucoup de choses de notre part. Et c'est vrai que quand on a un bébé, on peut dire que nos cerveaux sont littéralement en Wi-Fi. Notre bébé ressent ce que nous ressentons et il ressent aussi à propos de lui-même ce que nous ressentons à propos de nous-mêmes, ce qui rend la chose quand même assez complexe parce que souvent, quand on accueille un premier bébé, ben, on ne sait pas grand-chose, on se trouve un petit peu démuni. Alors maintenant, on va sur Internet, on a un déluge d'informations, on va rapidement se sentir coupable parce qu'on ne se sent pas capable de faire ceci, cela, etc. Bon, donc je trouve que c'est compliqué. Puis cette enfant, elle a grandi et elle a commencé à faire des choses avec lesquelles j'étais absolument pas d'accord. Et il y a eu un moment autour de ces 4-5 ans où j'ai eu vraiment envie de lui faire mal quand elle faisait des choses qui ne me convenaient pas. Ça m'a beaucoup interpellée, cette pulsion. Je ne savais pas d'où ça venait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de lui faire mal. Ça me revenait dans le… Je ne le faisais pas, mais franchement, je prenais sur moi et c'était dur. Vraiment, c'était dur. Je me souviens quand sa grande spécialité à Agathe, c'était de virer tout ce qui était sur mes étagères, mes livres, mes CD, tout par terre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, mais je devenais chèvre, quoi. Et en plus, j'avais des idées, moi, sur l'éducation avant d'avoir des enfants. Je me souviens que j'avais écouté une interview de Claire Bretéché où elle disait qu'elle avait eu un fils et qu'elle avait pas du tout envie que ce soit un enfant mal élevé. Et je m'étais dit, mais moi non plus. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un enfant bien élevé et que ça file droit. Et voilà, j'avais vraiment des idées comme ça. Il y avait ma belle-sœur aussi qui avait un enfant petit que je gardais de temps en temps avec mon mari. Et on était désespérés de voir comment elle faisait avec sa fille. Elle était souple, en fait. Mais nous, on avait envie qu'elle soit rigide, on avait envie qu'elle réagisse, on avait envie qu'elle réagisse au manquement de sa fille et jamais elle le faisait et nous, on trouvait ça totalement déprimant. Alors, inutile de vous dire que moi, ce chemin, je l'ai fait à partir de ce que j'estime un point zéro. Enfin, un point zéro, pour moi, c'est sans coup, sans punition, enfin, sans blesser l'enfant physiquement. Moi, je suis partie de là. Je n'ai pas frappé mes enfants, mais j'estime que c'est un peu le degré zéro du respect. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, oui, j'avais envie de le faire, je ne l'ai pas fait. J'ai bien dû la secouer quelques fois, ma fille, mais je n'ai pas frappé mes enfants. Et je pense que souvent, on se dit que parce qu'on ne les frappe pas et parce qu'on ne les punit pas, on les respecte. Mais pour moi, ce n'est pas ça le respect. Ce n'est pas ne pas frapper, ne pas punir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si on parle d'une relation avec un autre, je ne sais pas, avec votre partenaire, par exemple, vous ne considérez pas qu'il vous respecte parce qu'il ne vous frappe pas et qu'il ne vous punit pas et qu'il ne vous isole pas. Non, c'est autre chose, le respect, la confiance, etc. Et c'est vraiment, ce sont des liens qui se tissent au fil des jours. Et moi, ce questionnement par rapport à ce surgissement de violence, je dirais, ou de désir de frapper, ou de crier, voilà, et ben, ça m'a mis sur un chemin
Ça m'a mise sur le chemin de la recherche de la réponse. Et peu à peu, j'ai commencé à forger des réponses et à créer quelque chose et à me dire, mais oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation. La difficulté, enfin, je trouve que ma difficulté à cette époque-là, mais je pense que c'est aussi possiblement la vôtre, ça a été d'être énormément validée dans ma posture autoritaire par mon entourage social. C'est-à-dire que les gens se disaient ou me disaient, oui, c'est bien, non mais tu as raison, il ne faut pas les laisser nous marcher sur les pieds, c'est toi qui commandes, c'est vous les parents, etc. Je ne sais pas si vous entendez toujours ce genre de choses, mais je trouve qu'on est énormément validé encore par notre groupe social quand on fait peur à notre enfant et que du coup, il s'exécute parce qu'il a peur. Et j'ai fini par comprendre que la peur, c'était le pire ressort possible pour accompagner un enfant finalement. Quand on lui fait peur, d'une certaine manière, les centres de l'apprentissage dans son cerveau sont bloqués et il ne peut pas apprendre et comprendre encore moins ce pourquoi on lui demande d'agir. Donc déjà, si on commence à se dire, je vais essayer de faire en sorte de ne pas lui faire peur pour qu'il apprenne au mieux certaines choses, je m'ouvre au fait qu'un apprentissage, ça prend du temps, ça se fait par palier, parfois il y a des régressions, et vraiment le fait d'apprendre à vivre dans le monde, ça commence par une connexion à soi, en ce qui concerne les enfants, étape que moi, j'ai dû sauter aussi pour ma fille aînée. Ça a dû se refaire plus tard. Mais est-ce qu'un enfant a le droit de ressentir ce qu'il ressent, d'exprimer des besoins, de demander à manger quand il a faim, d'arrêter de manger quand il n'a plus faim, de se dire qu'il a sommeil en pleine journée ou qu'il n'a pas du tout sommeil à 22 heures? Évidemment, ça ne nous arrange pas beaucoup, hein, tout ça. Mais je crois que ce n'est pas un droit de l'enfant de pouvoir exprimer ses besoins et finalement de pouvoir les combler quand il est assez grand pour le faire tout seul ou d'avoir l'accompagnement pour le faire. On a souvent, quand on est parent, une idée meilleure de ce que ressent l'enfant. On va parfois lui dire, c'est pas l'heure de manger, tu peux pas avoir froid, il fait chaud, non mais il fait une chaleur à crever, tu vas pas te couvrir, ou au contraire, t'es pas assez couvert, enfin, bon, bref. Et tout ça, ça fait vraiment partie des messages qu'on envoie aux enfants qui font qu'ils ne vont pas construire cette confiance dont ils ont tellement besoin pour grandir. Et finalement, ça fait peut-être aussi partie du fait qu'ils vont avoir des comportements totalement inappropriés pour qu'on comble leurs besoins et du coup, ils vont être amenés à émettre des messages qui vont être peut-être des appels au secours, peut-être des réactions par rapport à une autorité peut-être trop forte ou inappropriée ou qui leur fait peur ou voilà. Donc, on a les conséquences quand même dans le comportement de nos enfants. Parfois, quand on leur fait peur, il y a des conséquences qui arrivent. Donc moi, sur ma route, c'est trouvé un magazine qui a disparu et je le regrette vraiment. Vraiment, je regrette ce qui se passe en ce moment au niveau de la presse alternative concernant le soutien à la parentalité. C'est L'Enfant et la vie. Moi, je lisais L'Enfant et la vie quand j'étais jeune parent, hein. Je me souviens que c'est un journal qui m'a beaucoup aidée à avancer, à survivre, à me poser des questions, parce que L'Enfant et la vie jouait un peu le rôle du rôle qu'a Internet aujourd'hui finalement. Il y avait énormément de témoignages de parents dedans. La personne qui s'en occupait, c'était une femme qui avait 7 enfants. Quand j'y pense, je préfère même pas y penser, mais bon. Bref, qui avait aussi, elle, essayé de se poser des questions et qui n'y était pas arrivée avec ses enfants. Mais bon, n'empêche qu'elle avait créé ce journal, elle le gérait et c'était super chouette. Donc, L'Enfant et la vie, ça a duré, c'est une aventure de 40 ans. Hein. C'est vraiment ça a été quelque chose d'assez intense. Et elle avait écrit un livre, cette dame, donc Jeannette Tout le monde. Elle est morte il y a 2 ans, je crois. Donc, Jeannette avait écrit Le quotidien avec mon enfant et j'avais lu ce bouquin et j'avais trouvé plein d'infos là-dedans. Je l'avais trouvé super. J'avais trouvé le livre de Gordon, Parents efficaces. Donc, c'est mon premier pas, moi. C'est ma première marche vers une manière de faire autrement. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, oh là là, mais
Tu dérailles complètement. C'est vraiment, j'ai tout de suite compris, je me suis tout de suite connectée à ce que voulait dire Gordon, à cette histoire de l'empathie, de l'acceptation, de l'écoute, écouter ce que dit un enfant, un conjoint, des amis, etc. Moi, je faisais jamais ça, je donnais mon avis, tout simplement, comme tout le monde. Ou alors, je disais, enfin, je sais pas, généralement, je donnais mon avis et c'était pas une bonne chose. Enfin, je notais que c'était pas forcément une bonne chose. Donc, j'ai commencé à me rendre compte que écouter, c'était vraiment une option qui favorisait les relations humaines, y compris avec mes enfants. Pourtant, mes enfants petits n'ont pas très bien réagi à Gordon, en fait. Moi, je me souviens que quand je leur disais tu te sens blablabla ou tu es je sais pas quoi, machin, mes enfants me disaient, au début en tout cas, arrête de répéter tout ce que je dis comme un perroquet. Qu'est-ce que tu veux encore me faire faire? Bon, j'étais pas hyper douée dans le truc, mais quand même, j'ai trouvé, enfin, pour moi, ça a été aussi un basculement vers autre chose. Et après mon deuxième enfant, qui, somme toute, a été quelqu'un de très placide, hein. Ma première fille aussi, elle était assez placide, assez je sais pas comment dire, hein. Enfin, pourtant, je trouve que quand elle était bébé, ses besoins n'étaient pas, vraiment pas comblés correctement. Et la deuxième, avec la deuxième, il y avait, oui, la première, je l'avais pas allaitée, la deuxième, je l'ai allaitée pendant 1 an. Mais alors vraiment, chaque jour passé était une victoire contre l'ennemi, le biberon. Et en fait, au bout d'1 an, ben, elle a commencé à… En fait, elle a mangé assez tôt et puis après, elle a vraiment préféré être nourrie plutôt que de téter. Et puis, mon lait s'est tari et j'y connaissais rien à l'allaitement. Donc, bon. La troisième, elle naît à la maison et elle est allaitée. Et du coup, vraiment, là, c'est des marches, hein, je pense. On avance avec nos enfants petit à petit. Je trouve que vraiment, ça correspond à quelque chose. On n'a pas accompagné notre premier comme notre deuxième, notre troisième. Enfin, je ne sais pas, il y a certainement des personnes qui ont plus de 3 enfants parmi vous. Mais voilà, je trouve qu'on avance, on avance, on avance. Et nos enfants nous font tout à fait l'effet d'un sport de l'extrême. Il faut survivre dans ce chaos permanent parce que ben, finalement, il y a un petit problème dont je parlerai par la suite. Mais voilà, donc moi, j'en suis là, j'en suis à Gordon. Et puis, quand j'ai mon troisième enfant, alors, ça faisait partie des enfants dont on dit, si j'avais commencé par elle, j'en aurais jamais eu 3, ça c'est sûr. Donc, mon troisième enfant, il était, mon Dieu, mais c'était quelque chose d'invraisemblable, quoi. Et c'est un enfant que je n'avais pas désiré. Donc, pendant toute la grossesse, je ne l'ai pas désiré, cet enfant-là. Et le dernier mois ou les 2 derniers mois, je me suis dit, bon, allez, je fais quelque chose pour elle. Je commence à penser à la naissance à la maison. Et finalement, elle est née à la maison et elle a commencé à hurler tous les matins en se réveillant. Elle poussait des hurlements et c'était vraiment difficile. Et c'est une petite fille qui m'a poussée vraiment très largement dans mes retranchements. On ne parlait pas de neuroatypie à l'époque, c'est vrai. Et je pense que si j'avais eu ça, je m'y serais engouffrée immédiatement. Elle faisait des crises de rage plusieurs fois par jour. Quand je sortais avec elle, j'avais un sentiment de crainte. J'avais peur que tout à coup, elle fasse sa crise de rage alors qu'on était invité à déjeuner chez des gens qui étaient bien sous tout rapport. Enfin, du coup, on en avait toutefois l'impression. Et souvent, la soirée se terminait pas bien. Ça se terminait, elle avait fait sa crise, elle faisait la gueule. Nous, on était super gênés. Enfin, bon, bref. Donc, ça a été quelque chose qui m'a poussée dans la direction de rechercher finalement quelque chose autour des émotions. Et j'ai trouvé finalement dans un article de L'Enfant et la vie, encore un témoignage d'une femme qui s'appelle Brigitte Guimbal, qui racontait qu'elle écoutait pleurer ses enfants, etc., etc. Et en plus, j'avais l'idée de déscolariser, enfin j'avais déscolarisé mon premier enfant à l'âge de 6 ans, donc Agathe. Et puis après, mes 2 autres enfants ont été scolarisés et ont été déscolarisés parce qu'ils ne voulaient plus aller à l'école. Je vous passe les détails. Mais enfin, globalement, ça me mettait face à quelque chose qui ressemblait à un gros défi. Et finalement, Brigitte, quand j'ai lu son témoignage, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là.
Je l'ai appelée parce que je la connaissais par le biais des Enfants d'abord, qui est une association de soutien aux parents déscolarisants. Et elle a commencé à me dire, bah voilà, comment je fais, etc., etc. Et si tu veux, il y a un atelier chez moi. Il y a une personne qui vient animer un atelier chez moi le week-end prochain. Viens. Et je suis venue. Alors, je vais vous dire un truc, en tant que parent, quand on est fatigué, crevé, qu'on ne dort pas la nuit, qu'on ne rêve pas d'aller à un atelier le week-end, hein, c'est avec ses enfants en plus, parce que moi, je ne me séparais pas de mes enfants. Donc, j'emmenais mes 3 enfants, je les emmenais avec moi à tous les ateliers d'écoute des émotions. Donc, ça voulait dire quand même, je ne sais pas si vous voyez, 3 enfants à emmener dans une bagnole toute seule, les préparer, les machins, les trucs, la route, ils s'engueulent, ne me touche pas, gna gna. Enfin bon, c'est une partie de plaisir, quoi, hein, c'est sûr. Donc, je me suis dit quand même, dans un petit coin de ma tête, quand j'ai dit oui à Brigitte, je me suis dit que je pourrais lui dire non au dernier moment. Je pourrais lui dire non, je ne viendrai pas. Je suis fatiguée. Je vais lui inventer un truc pourri, mais je suis trop fatiguée, je ne vais pas y aller. Quand même, dans un petit coin de ma tête, il y avait ça, jusqu'au moment où elle m'appelle et où elle me dit, bah, il y a quelqu'un qui habite dans ta région qui aimerait bien que tu l'emmènes en voiture. Oh, merde. Du coup, je ne pouvais pas me laisser aller à mon découragement, à mon truc de découragement qui surgissait régulièrement. Je ne pouvais pas laisser la personne en rade, donc j'y suis allée à cet atelier et j'ai vraiment très bien fait parce que j'y ai appris beaucoup. Et ce que j'ai fait dans ces ateliers d'écoute des émotions, c'est énormément pleurer, énormément trembler, pleurer sur mes blessures d'enfant, etc. Et ça a résolu, en tout cas en grande partie, le problème de ma mémoire traumatique finalement. Très, très vite, je me suis mise à animer un atelier. Je l'ai fait pendant 15 ans. J'ai écouté les émotions de parents et d'autres personnes pendant 15 années. C'est une expérience qui m'a énormément servi, touchée, qui m'a fait beaucoup avancer. Donc, ça m'amène à vous parler de la mémoire traumatique, c'est-à-dire que effectivement, la mémoire traumatique, je trouve que c'est un élément, maintenant on en est informé, mais ça ne l'empêche pas de se manifester, même si on connaît le truc, ça n'empêche pas de nous sentir démunis face à ces réactions qu'on peut avoir, qui ne sont que des rejouements de ce qu'on a vécu enfant. Bon, par exemple, je ne sais pas si vous avez vos parents vous ont forcé à manger à table, ils vous ont forcé à finir votre assiette. Peut-être que vous allez être tendu quand votre enfant va laisser des aliments dans son assiette pour des raisons X ou Y. Hein. Alors, ce truc-là, vous ne l'avez pas choisi, mais ça remonte en vous, ça fait des tensions énormes. Et quelquefois, pour se débarrasser de ce ressenti-là, on va poser un cadre. Voilà. Alors, le cadre, comme son nom l'indique, c'est un endroit qui est limité, dont on va pas forcément, on va pas pouvoir en sortir en fait. Mais ce qu'on oublie sur cette question du cadre, c'est que quand on veut mettre un cadre à son enfant, en fait, ce qu'on fait dans la réalité, c'est se mettre un cadre à soi-même. On est en train de se délimiter un terrain pour être tranquille et pour que notre mémoire traumatique ne se réveille surtout, surtout, surtout pas. On va beaucoup poser les limites par rapport à nos ressources et par rapport à notre mémoire traumatique. Enfin, moi, je trouve, après avoir observé des parents pendant 30 ans, que ce qu'on fait beaucoup, et en particulier au début, c'est essayer de rester dans le confort, dans un confort relatif, et faire en sorte que nos blessures d'enfants, surtout, ne remontent pas à la surface. Tout simplement parce qu'on n'a pas conscience que ce sont des blessures d'enfants et qu'on trouve que c'est normal de dire à un enfant, de mettre un cadre à un enfant. Tout le monde le dit, il faut quand même se dire ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent qu'on peut élever un enfant sans cadre. On peut élever un enfant sans cadre et on a intérêt à le faire parce que petit à petit, on va dépasser nos limites et on va se dépasser peu à peu, on va se dépasser et on va aller de plus en plus loin parce qu'on va travailler sur nous, qu'on va se débarrasser des effets de nos blessures d'enfant et il n'y aura pas de cadre. En fait, il va y avoir une carte du monde. Cette idée de carte du monde, je crois qu'elle vient du fondateur de la thérapie familiale. Donc, on va donner à notre enfant une carte du monde
précises pour qu'il puisse se déplacer, connaître les personnes. Il va en faire l'expérience, lui, hein, à peu près tous les jours. Donc, il va faire des expériences, il va se tromper, il va commettre des maladresses, il va faire beaucoup de choses. Il va peut-être aussi appeler au secours au travers de certains actes. Mais je trouve qu'avant tout, l'action d'un enfant est souvent un message. Je crois que c'est comme ça on pourrait le vivre. On pourrait se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Il fait une expérience, il commet une maladresse, il casse un verre. Bon, ben ok, ça arrive à tout le monde. Si quelqu'un vient chez moi, casse un verre, je ne vais pas me mettre à hurler. Non, mais encore, mais t'as encore cassé un verre, mais c'est pas possible. Non, je vais lui dire, attends, t'inquiète pas, je vais tout nettoyer, c'est pas un problème. Si mon enfant casse un verre, je vais lui dire, ah, t'as cassé le verre, t'as vu, le verre s'est cassé, ça se casse un verre. Bon, allez, on va nettoyer tous les deux. Si c'est du verre, que c'est un tout petit, je vais lui demander peut-être de rester avec moi pendant que je suis en train de balayer les morceaux ou de les aspirer. Enfin bon, bref. Donc, je pense qu'il faut faire un peu la part des choses et surtout, se dire que la parentalité positive, ça ne consiste pas à ne pas poser de limites. Un cadre, c'est pas poser des limites, c'est enfermer quelqu'un. Enfin, bon, je ne veux pas culpabiliser les personnes qui sont dans cette espèce de culture du cadre, parce que nous l'avons tous été et nous le sommes tous un petit peu. On en rêve un peu de ce cadre complètement illusoire où on pourrait élever notre enfant et puis finalement, il ferait exactement tout ce qu'on veut au moment où on le lui demande et on serait tellement tranquille. Et ça n'existe absolument pas. Un enfant va avancer, même vous, vous avez remarqué que l'année dernière, vous en étiez à un point, cette année, vous êtes ailleurs. L'année prochaine, vous serez ailleurs, vous allez avancer, apprendre, évoluer. Vous n'êtes pas fait, un être humain n'est pas fait pour se développer dans un cadre. Il est fait pour se développer en interaction avec son environnement, en interaction avec des personnes. Et c'est tout à fait OK de lui dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Je suis un peu gênée aussi quand j'entends qu'il ne faut pas dire non. Moi, je ne me prive pas de dire non, hein, je peux vous le dire. Et dans mon métier et avec mes enfants, je leur dis oui et je leur dis non. Je pense que le non permet qu'on exprime des oui, le cœur ouvert. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si je ne suis pas d'accord avec mon enfant, je vais le lui dire. Et puis, s'il fait quelque chose que j'estime inapproprié, je vais l'empêcher de le faire parce que physiquement, je vais le retenir, en fait. S'il s'apprête à traverser un boulevard, je ne vais pas le laisser traverser le boulevard sous prétexte qu'il doit faire son expérience. On n'est pas là-dedans avec la parentalité positive. On va retenir notre enfant. Notre enfant ne sera pas content. Il va faire une crise de rage, c'est probable. Et on va écouter la crise de rage et après, c'est fini. On repart d'un bon pied. Donc, globalement, moi, ce que j'ai découvert finalement, c'est que les émotions sont des processus de guérison de la frustration, de la souffrance qui est engendrée par la frustration que l'enfant peut éprouver. Mais à partir de là, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire en sorte que notre enfant fasse ce qu'on aimerait qu'il fasse et ne fasse pas ce qu'on n'aimerait pas qu'il fasse. Voilà, surtout qu'il ne fasse pas certaines choses. Donc après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de considérer les limites comme un sujet très complexe, finalement, et non pas comme quelque chose, on ne va pas apporter toujours la même réponse à un acte qui n'est pas approprié. Hein, vous imaginez bien que nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux hyper complexes, notre cerveau a évolué d'une façon incroyable. Comment ce serait possible qu'on apporte la même réponse à tous les actes et pendant toute la durée de la vie des enfants? C'est juste pas possible. Ça, c'est une des méthodes traditionnelles que nos parents utilisaient, c'est-à-dire, si tu fais ça, je te tape sur la main, si tu fais ça, je crie, je te fais peur, je te punis, file dans ta chambre. J'ai retrouvé une vieille série toute pourrie, là, jouée par un Belge, ça vous dit quelque chose? File dans ta chambre, trop marrant. Donc, on voit bien, en fait, que la question du fil dans ta chambre, c'est, en tout cas en ce qui le concerne dans la série, c'est quand il se sent complètement impuissant face à son fils qui lui dit « Allez, file dans ta chambre. Dis papa, c'est quoi la guerre de 100 ans ?»
bah, je sais pas, elle a duré, je sais pas quoi. Enfin bon, il répond un peu n'importe quoi et son fils lui dit: ah mais moi je croyais que la guerre de 100 ans c'était ça et ça et ça. File dans ta chambre. Bon, c'est drôle, franchement, mais c'est quand même une. Enfin, pour moi, c'est un souci. Le souci, je crois, enfin en tout cas, moi je sais que quand j'étais avec ma dernière qui faisait des crises de rage sans arrêt, j'aurais pu être tentée, mais je pense que comme j'ai pas été isolée, ça m'est pas venu ce truc-là. En revanche, j'étais assez gênée par son comportement quand il se manifestait en public. Et la parade que j'ai trouvée quand, par exemple, on était chez ma belle famille, situation source de tension importante, et ben, c'était de m'isoler avec elle, de dire simplement au public présent, je m'en occupe. Quand on dit je m'en occupe, c'est qu'on prend les choses en main et ça rassure beaucoup les parents, les grands-parents, etc. Parce que ça veut dire je m'occupe du truc et ils ne savent pas ce qu'on va faire, mais on va se mettre dans une chambre, voilà, on va se mettre dans une chambre à côté avec notre enfant pleure, fait une crise de rage, n'est pas content, je ne sais pas quoi. On est là, on écoute, on lui dit je suis là pour toi, je suis avec toi. Je suis avec toi, voilà, je suis là. Et notre enfant, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il gesticule dans tous les sens, il exprime sa colère peut-être, et puis quand c'est fini, on retourne à notre repas. Et puis voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour lui et pour nous que de lui dire file parce que va dans ta chambre parce que quoi? Parce que tu fais trop de bruit, parce que ton émotion n'est pas acceptable pour moi, parce que je ne la supporte pas, ton émotion. Et c'est vrai qu'au début, je trouve qu'on est quand même pas mal là-dedans, à pas supporter le bruit et l'émotion des enfants. Les enfants, ça fait du bruit. Les enfants, c'est vivant. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'en fin de vie, dans un cercueil, je serai tranquille, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut peut-être se dire, le fait de vivre avec des enfants, il y a un certain niveau de chaos et ce chaos m'enrichit parce qu'il m'oblige à m'adapter. Et finalement, c'est ça qu'on va devoir faire aujourd'hui avec l'évolution de notre société, c'est nous adapter constamment à de nouveaux outils, à de nouvelles technologies, à des interactions différentes. Enfin, il y a plein de choses. Et je trouve qu'être parent, c'est un bon entraînement par rapport à ça. Ça nous fait travailler notre capacité d'adaptation, ça nous fait travailler notre souplesse aussi, et puis ça nous fait travailler évidemment notre empathie. Mais on ne peut pas s'en vouloir si on ne supporte pas que notre enfant fasse une crise de rage. Hein. C'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est absolument normal de pas supporter ça. Qui a supporté ça de notre part quand on était enfant? Moi, je pense que à 2 ans, j'ai certainement fait des crises de rage comme tous les enfants parce que j'étais frustrée et je ne sais pas comment mes parents ont réagi à ça. Je pense ils ont certainement crié parce que c'était pas OK, ça se faisait pas, il fallait pas accepter les émotions d'un enfant comme ça à cette époque. Ils m'ont peut-être donné des fessées, probablement. Donc comment, par quel miracle, aurais-je pu comme ça écouter une crise de rage d'emblée d'un enfant petit Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est petit à petit, en travaillant sur moi, que j'ai su les écouter de plus en plus. Et pendant très longtemps, pendant une période assez longue, c'est moi qui me suis isolée parce que je sentais que j'allais péter les plombs et que ça allait mal se dérouler d'une manière ou d'une autre. Donc c'était moi qui m'isolais. Alors, c'est sûr que derrière la porte de ma chambre, mon enfant était avec ses frères et sœurs, donnait des coups de pied dans la porte parfois, au début en tout cas, quand je faisais ça. Mais je trouve que c'est pas une excellente solution, mais je trouve que c'est toujours mieux que d'envoyer le message à mon enfant Phil, je te supporte pas. Et puis quand il y a des émotions comme ça, tu es pris par tes émotions, tu peux pas avoir mon soutien en fait. Je vais pas te soutenir au moment où tu en as le plus besoin. Et je trouve ça dur en fait. Moi, je pense que c'est très compliqué. Et même quand mon enfant est bourré d'émotions et qu'il est déjà, lui, il exprime quelque chose, donc il a eu une souffrance, donc il est en train de résoudre plus ou moins sa souffrance en faisant une crise de rage et en pleurant. Le message que je lui donne, c'est débrouille-toi tout seul, mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Ça va être aussi quand même dans la colère. Je vais lui dire
Oui, enfin, quand je vais le voir partir en live comme ça va être: «Va-t'en, file dans ta chambre, ne me parle pas comme ça, si tu me parles comme ça, et cetera. Non, allez, va te calmer dans ta chambre». On ne se calme pas dans sa chambre, on fulmine. Heu, j'ai envie de vous donner un exemple, que je trouve amusant, j'ai retrouvé cette semaine. J'ai eu, 2 opportunités de ruiner 2 voitures. La première était, la voi une voi la notre voiture familiale et j'ai eu un accident avec, c'était mon premier accident, à un rond-point et du coup, je rentre chez moi, je dis ça à mon conjoint, je me fais engueuler: «Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Mais c'est pas possible!» Bon, bref, ça n'a rien, ça ne m'a pas fait progresser d'un quart de poil, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça m'a blessée encore plus. J'étais déjà hyper mal d'avoir, eu cet accident. En plus, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, la tôle comme ça se froisse facilement, on dirait du papier». À peine un petit choc et hop, j'avais plus de portière. Enfin, c'était voilà. Et puis quelques années après, un autre partenaire, alors là, on utilise la voiture des beaux-parents parce que quand même on vit sous le seuil de pauvreté. On a vraiment du mal à joindre les 2 bouts et c'est une petite Saxo et je sais pas, je j'ai pas tenu compte peut-être des voyants, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai serré le moteur quoi. En gros, il y avait pas assez de liquide de refroidissement. Je rentre, je me dis: «Oh là là, je vais me faire engueuler». Réflexe d'enfant, hein, forcément. Je l'avais déjà vécu une fois et lui, il m'a dit: «Oh, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution». Mais comment enfin, vraiment, j'ai trouvé un accueil tellement différent et finalement, c'est ça dont les enfants ont besoin. Ils ont besoin qu'on comprenne qu'ils sont déjà blessés par ce qu'ils ont fait, même s'ils n'en ont pas l'air, ils sont quand même inquiets, ils ont fait un truc bizarre, ils ont fait quelque chose dont ils savent très bien qu'il ne fallait pas le faire, ils se sentent pas forcément bien. Alors, on va pas, faire ça dans toutes les situations, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre là par rapport au rejet d'un enfant qui ne se sent pas bien et qui a plutôt besoin qu'on l'accompagne et qu'on l'écoute. Après, c'est pas parce que mon enfant fait une crise de rage au supermarché que je vais lui acheter les bonbons qu'il demandait si j'ai décidé que je le ferais pas. Ça enfin, je veux dire, c'est pas ça qu'on va changer. C'est pas l'endroit où je veux poser la limite. C'est plutôt ma réaction et l'accueil de la manifestation d'insatisfaction de mes enfants. Vous savez que vous allez en avoir des manifestations d'insatisfaction à écouter pendant toute la vie de votre enfant. Moi, en ce moment, j'ai ma deuxième fille là. Elle a un camion dans lequel elle vit. Elle a une panne. Enfin, elle a fait un contrôle technique hier et elle est en panne. Enfin, elle doit faire une grosse réparation. Alors qu'elle comptait partir avec son camion en vacances demain, ben, tout est remis en question. Qui est-ce qui écoute, à votre avis? Voilà, donc c'est un boulot, c'est le travail d'une vie d'être parent et là, vous pensez que vous êtes, submergés par des émotions de petits enfants, c'est difficile, ils vivent avec vous, vous les manipulez beaucoup, donc ça fait beaucoup. Quand je dis manipuler, physiquement, hein, c'est-à-dire, vous les amenez au bain, vous les changez, vous faites plein de trucs pour eux et c'est fatigant. Mais, à mon avis, c'est un entraînement à ce qui va se passer plus tard, au moment de l'adolescence, où là, finalement, dans la vraie vie, il se passe des choses, dans la vraie vie, en dehors de la maison, parce que la maison, c'est la vraie vie aussi, mais en dehors de la maison, il se passe des choses dramatiques, parfois tragiques. Et comment on va faire pour être des parents accueillants si on n'a pas entraîné ce muscle qui consiste à écouter et accueillir ce qui se passe dans nos enfants finalement, leurs émotions, leurs discours, ce qu'ils ont envie de nous raconter. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'on est un témoin pour eux précieux, mais pas que. On est un témoin inspirant. Alors, je vais arrêter là parce que je pourrais y passer 8 jours et c'est pas trop le but. Le but, c'était quand même aussi de répondre à vos questions. Et j'ai envie de vous dire que faire peur à des enfants, bon, bah, c'est voilà. Après, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un mariage qui s'établit entre la peur et l'amour
qui est vraiment un mauvais mariage, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on en tire des conclusions. Finalement, qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'on doit me faire mal finalement? Est-ce que c'est, moi je fais un petit peu le lien avec, cette espèce de succès, considérable, de, par exemple, 50 nuances de Grey où, on a des pratiques, sadomasochistes. Non, mais je vous assure, enfin, on peut se poser la question. Pour moi, finalement, quand on frappe son enfant ou on le punit, puis qu'après on lui dit allez, viens me faire un bisou, comme si on voulait se faire pardonner, comme si est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir à tout ça et puis aussi réfléchir à nos exigences finalement, ou à nos demandes ou à nos exigences, parce que quelquefois, elles ne sont pas très réglées, nos exigences, elles sont démesurées, elles se font par rapport à ce que nos parents nous demandaient et pas par rapport à ce que notre enfant peut faire. On a quand même du travail peut-être à faire là-dessus. Et une des façons de travailler ce sujet, c'est vraiment de participer à une formation avec une consultante en parentalité qui anime le cycle Vivre et grandir ensemble. Parce que là, on va considérer la vie de famille comme quelque chose de global au sein duquel ce quelque chose se développe à la fois des éléments très, très intéressants que sont l'écoute, le jeu, le rire dans la famille, le fait de cultiver la joie de vivre. Tout ça, ça va faire que notre ambiance familiale va être un peu différente et on arrive à la pose de limite en séance, je ne sais plus combien, 4, 5, 6, peu importe. On travaille à la fois sur la pose de limite, mais on travaille aussi sur notre propre colère et comment la travailler, comment l'accueillir, comment essayer de ne pas lui fermer la porte non plus. Je pense que nous sommes d'anciens enfants, tous nous sommes passés par là, nous avons tous été des enfants, et essayez de vous souvenir dans quelle ambiance vous avez grandi, qu'est-ce qui vous a permis de vous développer, voilà, et qu'est-ce que vous auriez aimé finalement en tant qu'enfant recevoir de vos parents. Je trouve que la question, elle est intéressante à aborder aussi avec ses propres parents. Il n'y a pas de coupable dans cette affaire. C'est là où j'aimerais quand même vous dire que la culpabilité, c'est sûr qu'elle arrive quand on découvre certaines choses et on se dit oh, j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ça, aïe aïe aïe, j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû, je l'ai traumatisé à vie, etc. Bon, non, en fait, oui, on se sent coupable, mais d'une certaine manière, c'est seulement quand on a vraiment toutes les informations et qu'on a travaillé sur soi suffisamment qu'on peut s'en vouloir vraiment de ne pas avoir pris les choses en main. Est-ce que nos parents pouvaient les prendre en main? Pas vraiment. Ils ont fait de leur mieux et nous, on a fait de notre mieux aussi avec nos enfants. Donc, c'est ça que je trouve, que je trouve intéressant. Alors après, ce qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux animaux. Parce que finalement, on dresse parfois les animaux. Et les animaux, avant, on les dressait avec des coups et avec des punitions. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. On les récompense, on fait du renforcement positif. On peut se poser quand même la question de pourquoi dresser les animaux à faire ce qu'on veut. On est vraiment très... on est spécial quand même, hein, on est vraiment des personnes très spéciales, nous les humains. Mais n'empêche que on fait du renforcement positif. Mais ça reste du dressage quand même, le renforcement positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma baleine, mon dauphin fait ce que je veux, ben, je vais le récompenser, je vais lui donner du poisson. On fait ça aussi en éthologie équine. L'éthologie équine, on essaye au minimum, enfin, on ne va pas forcément punir son cheval, ou quand on fait quelque chose pour lui dire stop, on le fait sans colère. Franchement, c'est très intéressant de se pencher sur ces idées-là, parce que ça fonctionne un peu pareil avec notre enfant. Quand on veut lui poser une limite efficacement, si on le fait sans colère, c'est vachement plus efficace, parce qu'on est beaucoup plus centré. Et le cheval qui pèse 700 kilos face à moi, qui en pèse je ne sais pas combien, parce que je ne me pèse plus, c'est mieux pour mon moral, et ben ça, finalement, ça dit quand même quelque chose. Notre enfant est tout petit. Il a besoin qu'on soit centré aussi quand on lui pose une limite, et puis peut-être qu'il a besoin qu'on réfléchisse à l'endroit où on pose la limite. Et ça fonctionne. Moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait infiniment mieux
quand je lui dis non, ça, c'est pas possible. Plutôt que quand je lui dis ah, mais ça suffit, j'en ai marre. Bon, ça ne fonctionne pas très, très bien, en fait, quand je suis comme ça. Mon enfant, je lui fais peur, et son esprit, tout est embrouillé. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, l'éthologie équine, c'est une forme de dressage, puisque de toute façon, on veut amener le cheval, qui n'est pas vraiment fait pour ça, à faire ce qu'on a décidé qu'il ferait. Hein. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais après, il y a un autre niveau que j'ai découvert. Bon, moi, je ne suis pas du tout cavalière, hein, mais ma dernière fille l'a été pendant 15 ans au moins. Et ça m'a beaucoup intéressée, le fait que certaines personnes pensent que le cheval, on ne va pas le récompenser, il ne faut pas le récompenser parce qu'il se focalise totalement sur la récompense et qu'il va penser qu'à ça, quoi. Si on doit lui donner une pomme, une carotte à un moment donné, il ne va pas se focaliser sur moi, son humain. Et entre un cheval et moi, il y a des échanges de vibrations, d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et figurez-vous qu'avec les enfants, c'est un peu pareil, et c'est même au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'on les a souvent portés, hein, sauf quand on les a adoptés, mais ils vivent avec nous, ils baignent dans nos émotions. Il y a une communication qui se fait en permanence entre nous et nos enfants. On leur envoie des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que c'est intéressant de travailler sur le fait que nos enfants s'accordent d'une certaine manière à notre énergie, et que quelquefois, notre énergie, elle est basse. C'est OK. Mon énergie est basse en ce moment, je suis au fond du trou, je n'ai pas envie de faire à manger à mes enfants, etc. Bon, voilà, c'est un moment, je suis en transition peut-être dans mon couple, peut-être qu'il y a des choses difficiles, peut-être que je suis en deuil, j'explique ça à mes enfants, mais quand quotidiennement je suis en réveil de ma mémoire traumatique et que je suis intérieurement bouillonnante et que j'ai envie de leur faire du mal, ou que j'en peux plus, qu'il y a peut-être urgence, c'est important que je me fasse accompagner peut-être aidée par des amis, des groupes de parents, des groupes de soutien, pour faire baisser la pression, parce que mon enfant est contaminé par mon état émotionnel, c'est sûr. Donc, on est très, très loin d'avoir encore identifié tous les canaux de communication entre humains, et même entre humains et animaux. Je pense que les humains sont des animaux aussi, hein, donc entre animaux d'une nature et animaux d'une autre nature. Mais je crois qu'il faut aussi se dire que, par exemple, il y a eu une expérience qui a été faite avec des singes dans un zoo, donc des singes en captivité. Et ces singes, on s'est rendu compte que sans qu'on les manipule, c'est-à-dire sans qu'on leur donne à manger pour qu'ils fassent certaines choses, ils allaient faire des casse-têtes simplement parce que ça les intéressait. Nos enfants sont passionnés par leur environnement et par nous. Ils sont passionnés par le fait d'apprendre. Et je crois que c'est là-dessus qu'on peut se reposer très lourdement, tout en se disant qu'on est là finalement, comme le dit Alison Gopnik, comme un directeur de labo qui fournit tous les éléments pour que nos enfants puissent faire des expériences, qui dit non quand c'est juste pas possible. Et voilà, on va avancer comme ça petit à petit. Et maintenant, il y a Internet avec des groupes de parents, et puis autour de vous, il y a des groupes de parents en local qui fonctionnent sur cette base, qui vont vous encourager, et je vous invite à les contacter. Et je voulais, pour finir, vous montrer que nous avons une nouvelle plaquette, enfin un nouveau livret, pour livret sans fessée comment faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On a fait refaire la maquette par Olivier Foissac, qui est aussi consultant en parentalité, et il a fait un super beau travail, je trouve. Et cette plaquette, elle va être en téléchargement sur le site Parentalité Créative. Vous allez pouvoir la trouver. Je n'ai pas le lien à vous donner, mais je vous l'enverrai, je le mettrai sur ma page Facebook. Mais sincèrement, c'est une base. C'est vraiment une base qui dit simplement... quand notre enfant agit d'une certaine manière, parfois, nous, on réagit avec notre mémoire traumatique. Une fois qu'on a compris ça, ça ne solutionne pas tout, très loin de là. C'est important de prendre soin de soi,
quand on prend soin de petits humains. Et ça vous dit aussi, on identifie certains moments clés qui sont difficiles, les repas par exemple, etc. Et à la fin, vous avez de nombreuses ressources sur la question de l'accompagnement parental. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'ai parlé beaucoup plus qu'un quart d'heure. Mais du coup, est-ce que vous avez des questions pendant le temps qui nous reste? Mathilde, est-ce qu'on remet les micros? Parce qu'il y a 23 personnes. On peut en tout cas, pas tout en même temps, mais juste les personnes qui veulent parler. Ou Mathilde, si tu as des questions dans la colonne conversation. Il y a 7 messages, je vois. Ah, bonjour, c'est juste des bonjours. Ouais, il n'y a pas de questions. Cool. Donc, vous n'avez pas de questions au final, c'est ça? Questions, témoignages, n'importe quoi qui vous viendrait à l'esprit? Il y a une question de Tiffaine. Marie-Dominique, tu voulais dire quelque chose? Tiffaine, on vous active le micro si vous voulez poser votre question. Ah, mais vous ne pouvez pas réactiver vos micros? Ça y est, je l'ai fait. Ça y est, tu l'as mis? Ok, super, merci beaucoup. Non, pas de questions? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, donc ça marche. Si, moi j'avais une question, j'avais plein de questions. Ouais. En fait, moi je trouve des difficultés là en ce moment avec mon fils sur la pose de limites. Alors j'essaye. C'est un enfant qui, pareil, fait beaucoup de crises, de rage, qui part sur la route en courant, alors on le rattrape. Voilà, mais bon, avec l'accueil des émotions, tout ça, j'y arrive. Donc, je me reconnais bien dans les contraintes liées à l'extérieur. Oui. Du coup, c'est plus le regard des autres que finalement, moi, mes propres solutions. Et puis, bon, ce truc de la mémoire traumatique aussi, de se dire, bon, alors attends, là, il se passe quelque chose, il faut vraiment se reconnecter au réel. Donc, mettre je sais pas, après qu'il ait fait ce truc, il était vraiment dans une grosse crise. Moi aussi, j'étais réactivée. Donc, on allait mettre les pieds dans l'eau froide. On allait se reconnecter au vivant. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important quand on est réactivé, quoi. Voilà. Oui. C'est plus un témoignage. Oui. Mais moi, la difficulté que j'éprouve, c'est plus au niveau du quotidien, où il est dans le jeu. Voilà, sa vie, c'est le jeu, et que se laver les dents, ça l'intéresse pas vraiment. Se mettre en pyjama, ça n'intéresse pas vraiment. Et du coup, j'ai beau utiliser des tonnes de techniques, là, j'ai craqué quelques fois. Utiliser la violence et le forcer parce que j'y arrivais plus, j'étais fatiguée. Et voilà, malgré les tests des trucs, bon, allez, de manière ludique, viens, je trouve plus la solution pour des choses qui, du coup, effectivement... en tout cas, me paraissent importantes parce qu'en plus, mon fils, il a eu des problèmes de caries à 2 ans et demi. Il a dû se faire opérer tellement il avait des caries. Donc, parce qu'il a les dents très abîmées et que s'il ne se lave pas les dents 2-3 fois, voilà. Et donc, du coup, c'est important. Je ne peux pas laisser traîner, en fait. Oui. Parce que et là, déjà, il a des caries parce que, donc c'est ce truc de, voilà. Et donc, il sent que c'est une pression et donc, lui, il fait tout pour l'éviter. Et voilà, je suis un peu en panique avec ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Sur les dents, il y a toute une littérature existante, que je suppose que tu as essayé aussi, hein, c'est-à-dire lui proposer de te brosser les dents, tu lui brosses les dents, il te brosse les dents, faire comme si tu te ratais ta bouche pour te brosser les dents systématiquement en sa présence. Utiliser du révélateur de plaques, bon, on fait ça une fois, je le dis tout le temps, on fait ça une fois parce que c'est quand même un peu chiant le révélateur de plaques. Il a quel âge ton enfant? Il a 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ah oui, il est tout petit. Bah oui. Oui. Moi, il y avait un truc qui avait bien marché, c'était les brosses à dents lumineuses. Ça a marché un temps. Voilà. Ça clignote, on éteignait la lumière dans la salle de bain, ça fait boîte de nuit, là, ça clignote pendant 1 minute, le temps de se laver les dents. Et donc, j'avais acheté ça pour les deux filles. Et du coup, c'était la boîte de nuit, mais c'était de la musique, on se brossait les dents et ça fait vachement de lumière. Ouais. Et voilà, après, toutes ces petites astuces, elles marchent un temps, des fois après, elles ne marchent plus. Oui, c'est ça, en fait, là, c'est que j'ai plus d'astuces. Après, moi, je me souviens… Ça a bien marché. Regarde, on retourne le sablier, machin, ça a marché 4 jours.
Enfin, voilà, le truc, c'est qu'il est petit, c'est tout. Il n'y a rien qui marche tout le temps. Hein. Exactement, il n'y a pas de recette. Mais du coup, voilà, c'est plus plein de nouvelles idées pour qu'est-ce qui peut remarcher parce que, enfin... Et c'est pas tant les idées, c'est plus vraiment le truc de fond de toujours dire je vais le faire avec délicatesse, beaucoup d'amour. Moi, je me rappelle toujours en formation avec Catherine. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus aidée. C'est-à-dire, au lieu de m'énerver pour qu'elle se lave absolument les dents, c'était quand elle me disait « Oh non, maman, mais fais-le toi ». Et ben, d'y aller et de le faire, de respirer 3 fois et de me dire eh ben, j'ai rien de mieux à faire que d'être douce et délicate à ce moment-là, soit pour enfiler un pyjama, soit pour s'habiller le matin, de stopper ma course frénétique dans je voudrais qu'ils aillent se coucher ou je voudrais qu'ils s'habillent, je voudrais qu'on parte à l'école, je voudrais que ça marche tout seul. Et voilà, de le faire avec beaucoup de délicatesse et d'imaginer qu'on est en train de remplir le réservoir affectif de l'enfant à ce moment-là, en fait. Oui, moi je trouve que c'est un super témoignage. Et ce qui me vient à l'idée aussi, c'est de ne pas combattre. Tu vois, ce que je trouve difficile, parce que bon, ce sont les dents de lait. Après, je ne sais pas ce qu'il a, ton enfant. Hein, ça semble quand même assez spécial. Mais moi, je sais que chez nous, par exemple, ça semble être héréditaire, hein, cette question des dents. Mon aînée, elle n'a pas spécialement brossé les dents régulièrement et pourtant, elle n'a jamais eu aucune carie. Et mes 2 autres filles n'ont pas la même qualité dentaire. Mais de toute façon, je pense que vraiment, l'exemplarité, c'est important. Et puis aussi, quand tu te brosses les dents, toi, en faire quelque chose de sympa, tu vois. C'est un peu l'histoire du ramassage des chaussettes. Si tu ramasses les chaussettes en râlant, pestant, oh, j'en ai marre de ramasser les chaussettes de tout le monde, j'en ai ras-le-bol, etc. C'est sûr que les enfants, ça ne les intéresse pas vraiment. Il ne faut pas s'étonner qu'ils ne soient pas intéressés par le fait de ramasser les chaussettes, tu vois. Mais se brosser les dents, c'est un peu le truc qu'on fait sans y penser. Si on y met plus de conscience, je me suis brossé les dents, c'est super, je me sens bien, je me sens mieux, je sais pas quoi, enfin bon, j'en sais rien ce que tu pourrais dire, mais c'est plein de choses. C'est à la fois ce que dit Mathilde, à la fois toi, ton attitude par rapport quand tu te brosses les dents, est-ce que ton enfant te voit, et puis il y a plein de petits trucs. Il y en a plein des petits trucs sur le brossage des dents, y compris le fait de l'emmener chez un dentiste pour qu'il lui explique comment se brosser les dents et acheter des outils de dentisterie pour regarder, observer, tu vois, la bouche, les dents. Et le révélateur de plaque, à 3 ans et demi, j'y crois pas beaucoup, mais globalement, ça colore la plaque dentaire en rose, mais il ne faut pas l'avaler, il faut se rincer les dents avec. Et après, le tartre est difficile à enlever. Donc, ça démontre aussi… Mais moi, je ne ferais pas ça à 3 ans et demi. Non, Et ça démontre que le tartre est difficile à enlever et qu'il faut vraiment insister, tu vois, pour l'enlever. Donc, ça nous dit des tas de choses. Hein. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais il n'y a rien… Enfin, en tout cas, c'est sûr… Tu as plusieurs pistes à trouver et à mettre en route un peu chaque jour, y compris celle de dire, bon, ok, allez, ce soir non. Tu vois, il y a des moments où on sent que les enfants sont au bout du rouleau et peut-être que c'est un moment où c'est important de lâcher. Oui, ouais. Non, ouais, après, ouais, c'est comment si on lâche. Enfin, oui, après, c'est toujours la question, est-ce que si je lâche un soir. Enfin, oui, il faut aussi. Enfin, oui, c'est compliqué parce que vu qu'il y a quand même ce truc où il se carie hyper facilement. Ouais. Oui, mais du coup, pense que ce sont des dents de lait et demande, Oui. je ne sais pas si tu as demandé à un dentiste, mais il y a quand même, avant que les dents définitives poussent, il y a du temps et il y a aussi de la maturité. Moi, je me souviens que Dolto, elle disait que entre un enfant de 3 ans et un enfant de 4 ans, il y avait autant de différence qu'entre un jeune de 12 et un adulte de 25 ans. Je trouve que parmi les choses que Dolto a dites, c'est quand même intéressant. On gagne vraiment, un enfant, il gagne en maturité chaque année. Il y a vraiment quelque chose c'est pas de la maturité, mais c'est de l'expérience, tu vois. Moi, je me souviens que ma dernière fille, à 3 ans, elle tétait comme un nourrisson. À 4 ans, ça s'était quand même un peu posé. La demande était beaucoup moins, tu vois, elle était moins fréquente, sauf au moment où elle était malade. Mais je sais que ces histoires de dents, j'ai l'impression aussi que plus on en fait un combat, plus on perd le combat.
Tu vois, oui. parce que finalement, on a été élevé dans cette histoire des bonnes habitudes. Prenons des bonnes habitudes, c'est-à-dire faisons, voilà, il faut qu'on leur donne des bonnes habitudes. Et si on arrête un jour, bah, ils vont comprendre qu'on peut arrêter, en fait. Mais peut-être que ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'on on est capable de s'ouvrir à leurs besoins, de s'ouvrir à leur ras-le-bol. Moi, je me souviens quand mes filles étaient scolarisées, de temps en temps, on avait des journées off. Elles n'allaient pas à l'école. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles entendaient tous les jours, on peut faire ça tous les jours et ne pas aller à l'école. Tu vois? Oui, oui, oui. Mais je pense que ce que ton enfant entend, c'est qu'à un moment donné, tu es capable de t'ouvrir à son ras-le-bol. Oui, Voilà. oui. Je lui Mais dis, là, comment sortir de ce... Parce que c'est ça avec le bain aussi, où là, pareil, en fait. Mais je me suis en train de me demander, là, en vous écoutant, si le fait... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Peut-être c'est pas ce qui s'est passé, mais oui, le fait qu'à des moments, il y a eu des violences sur la question des dents et sur aussi le bain, mais si pareil, il voulait pas se laver, il avait des ouais, plaques je de comprends. boutons tellement il se lavait pas. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Et donc, du coup, il y a eu des fois où ben, j'étais là, et ça allait au-delà de moi, mes propres limites concernant les dents et le lavage. Et donc, ben, j'ai bousculé sur là-dessus en le forçant à le prendre un bain et à se douchant, Ouais. enfin, et à se laver les dents. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose était cassé, de la confiance. Et Oui, du coup, maintenant, voilà, comment réparer cette confiance? Et par rapport à la question de combat, là, c'est que du coup, maintenant, effectivement, pour lui, c'est un combat. Et il faut qu'il le gagne, sinon c'est trop douloureux. Et mais donc, je oui, laisse le gagner parce que, mais effectivement, pour oui. moi, j'ai aucun intérêt à le gagner non plus. Mais du coup, je suis un peu embêtée avec ce truc de bon, allez, comment on sort de ce schéma? Eh ben, tu vois, enfin, pour regagner ta confiance, je pense qu'il a besoin que tu t'assouplisses, quoi, que tu lâches. Tu sais, enfin, ça me semble sur des sujets sur lesquels on les a beaucoup blessés et on revient, enfin, on se dit comment, ben, c'est exactement la question que tu te poses, comment je fais pour regagner sa confiance? Et ben, c'est un travail, je pense que c'est un travail de longue haleine et aussi un travail de lâcher prise et le lui dire jusqu'à présent, j'ai fait comme ça, je le regrette, j'aurais pas dû faire ça, je sais que je t'ai fait mal et je savais pas comment faire autrement et maintenant je vais faire autrement. Donc on va le faire quand tu as envie de le faire, on le fera pas quand tu n'as pas envie de le faire. Moi, je vais te proposer des choses, je vais te proposer des jeux, on va faire des trucs ensemble, ça sera peut-être un peu plus amusant, mais essaye de te régler à son pas tout en lâchant pas le truc, tu vois. C'est-à-dire, Oui, je vais faire ça. toi, Non, mais je vais ça te fait... l'emmener au magasin, choisir sa brosse à dents. Enfin, je pense, Oui, voilà, c'est des mais idées qui oui, vont et puis arriver et il faut juste que je retrouve de la dispo, quoi. les histoires de bain, moi, je sais que les enfants, enfin, bon, je connais pas ton fils, mais moi, j'ai 3 filles, elles ont eu des périodes où elles n'avaient pas envie de se laver, mais alors pas du tout, tu vois. On est allé Oui. jusqu'à 3 semaines pour. Voilà, pendant 3 semaines, la dernière s'est pas lavée quand elle avait, je sais pas quel âge. Et puis, ça a duré très longtemps, hein, cette espèce de truc de temps en temps, je lui disais, bon, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui te plaît pas? C'est le fait de laver les cheveux? C'est parce que je mets le jet trop fort? Quelquefois, je la lavais au lavabo à l'ancienne, tu vois, comme ma mère devait se laver quand elle était jeune, quoi, morceau par morceau parce que ça lui plaisait pas. Et puis, quelquefois, quand elle était dans le bain, enfin, ben, elle voulait plus en sortir parce que c'est agréable quand même d'être dans de l'eau chaude. Donc, il y a vraiment un truc vraiment bizarre avec ces histoires de se laver, pas se laver. Et parfois, mon truc, c'était de l'emmener à la piscine. Et oui, voilà. Bah, du coup, j'ai pensé à ça Avant, aussi. J'avoue. Mais voilà. ça me fait bien Donc, d'entendre qu'il y a d'autres parents qui ont tu fait vois, ça. on avait ce truc-là, mais c'est vrai que moi, un jour, je me souviens, on était tout à table, sauf elle. Bon, d'ailleurs, à table, c'était pas trop son truc, mais on entend de l'eau couler dans la salle de bain, et là, on se regarde toutes les trois, et on se dit, mais qui c'est qui se lave? Et Et on ouais. était tout étonné, tu vois. Alors, je vais te dire un truc, Tiffaine. Profite de ta salle de bain pendant que tu peux encore le faire. Parce C'est qu'à partir tellement des ça. 13 ans de ton enfant, tu ne pourras plus y mettre un orteil. Parce que Et tu vois, oui. nous, je pense que les parents, on n'est jamais contents de rien, quoi. Alors, soit ils se lavent jamais, soit ils sont toujours en train de se laver et d'occuper la salle de bain et de se pomper. Non, mais après, c'était sur des trucs parce que pour qu'il se lave pas, ça me gêne pas en vrai. Mais là, c'est des fois où parce qu'il avait eu la gastro, il avait Oui, vomi, il puait le vomi, il ouais. voulait pas se laver. La fois d'après, on est allé 3 jours à la plage, il n'a pas voulu se laver. Pendant les 3 jours, ça lui grattait partout. Et donc, c'était plus ces fois-là où vraiment, du coup, j'ai dû Oui, rentrer dans des combats parce que là, j'étais là, mais en fait, si, regarde, enfin, ouais.
voilà, et que après les autres fois qui savent pas, en vrai, bon, c'est pas Oui, très grave. C'est plus vraiment sur ces fois-là où en fait je vois qu'il y a comment dire, ça peut mettre en danger sa sécurité physique, oui, et du coup je suis un peu démunie. ouais. Mais Il peut-être, y a Marine qui dit, ici c'est piscine dans la salle de bain aussi, brassard, maillot et lunettes, elle Oui, voilà, s'éclate. j'ai fait ça la dernière fois si ça marchait, ça marche. Oui, c'est de trouver des trucs comme ça, de trouver des jeux et ça marche bien. Ouais. ouais. Et vous avez lu dans PEPS, j'espère que vous allez vous abonner à PEPS, hein, parce que nous, si on pouvait ne pas arrêter, c'est cool. Il y a une mère qui a transformé sa salle de bain en restaurant. Donc, elle fait manger ses enfants dans la baignoire avec une table dans la baignoire et elle se déguise en maître d'hôtel et les enfants passent commande. Enfin, bon, bref, un Moi truc. je l'ai fait ça, hein. Ça c'était génial, hein. Ouais, trop Parce bien. que les soirs où on est épuisé, bon, moi, mes filles, Ouais. elles aimaient bien aller dans le bain et quand elles avaient faim en même temps, bah, du coup, ouais, c'était une planche qui servait à faire table à langer. Je Ouais. mettais entre elles deux et du coup, on pouvait poser des trucs. Et en fait, une fois que ça c'était fini, à la fois, elles avaient pris le bain et en même temps, elles avaient mangé. Et du coup, je gagnais un temps fou et puis ça en mettait pas partout. Enfin voilà, j'avais pas à nettoyer la table de la cuisine, faire la vaisselle, etc., etc. Même Et faire la hop, tout vaisselle le dans monde le au bain. lit, quoi. Voilà, exactement. Non, mais parce qu'il y a des soirs où on n'en peut plus, quoi. Ouais. On est fatigué, on n'a pas envie. Et puis les enfants, ça leur fait des super souvenirs. Moi, c'est ça que j'essaie toujours de me dire. Mm. C'est aussi comment transformer ce moment-là pour que ce soit léger, joyeux et, et dans le lien, nourrir le lien, en fait, à ce moment-là. Et pas dans la guerre et le combat, quoi. Mm. Et du coup, moi, j'ai une croyance limitante là-dessus. Et du coup, enfin, je suis désolée, hein, je prends peut-être de la place par rapport aux autres, mais voilà. Il Vu que n'y je a pas de le souci. transmets, C'est quoi moi, ta croyance limitante? eh ben, c'est de me dire, est-ce que plus tu donnes du rêve, et plus il faut du rêve pour aller au-delà du rêve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Plus tu fais des trucs un peu, voilà, comment dire, qui les amusent, et plus, bah, Oui, du coup, pour aller dans l'amusement, il va falloir faire des oui, trucs de plus en plus fous. Et oui, voilà. Et ça me oui, fait peur. Parce que du coup, je me oui, dis, bon, est-ce qu'il va falloir que je fasse boîte de nuit, maître d'hôtel dans la salle de bain pour vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. Ah, mais moi, je vois complètement parce que ça m'a fait cet effet-là pour la déscolarisation, tu vois, où je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que je fasse des trucs pédagogiques hyper fun, très, tu vois, et puis j'ai décidé que non. Et je pense que la vie se déroule, tu enchaînes des jours et tes enfants, ce à quoi ils se connectent, c'est au fait que ben, tous les jours ne se ressemblent pas, que parfois on a l'énergie, parfois on n'a pas l'énergie, parfois on a un petit peu plus d'énergie, tu vois. Et ça, Mmh. je pense qu'ils le savent. Et c'est quand même notre, relationnellement parlant, c'est ça qu'on apprend avec les autres aussi. Parfois, ça se passe super bien, on a des échanges géniaux. Et puis parfois, nos amis traversent des périodes difficiles et ils vont pas faire. Ton enfant sera toujours content que tu joues avec lui et il voudra, évidemment, lui, il voudra jouer tout le temps avec toi. Mais après, c'est à toi de dire non si tu n'as pas Oui, envie de oui. le faire. Tu vois, c'est pas à lui de ne pas te le demander. Lui, il va te demander ce qui lui fait envie et toi, tu vas lui dire non quand tu le sens pas. Et oui, quand Mmh. tu le sens, tu vois. Je crois que Oui, oui. c'est on nous a tellement demandé, on nous a tellement reproché, enfants, de demander ce qui nous faisait plaisir. C'était Ah. parfois complètement interdit, que du coup, on voudrait que notre enfant régule sa demande, tu vois. Sans notre enfant, ça prend des années avant d'apprendre à réguler, se connecter à l'autre et se dire ouh là, c'est pas le moment, on va pas faire de jeu, on va pas jouer ensemble, tu vois. Ouais, enfin, ça dure aussi toute la vie, ce truc-là. Tu vois, même avec des enfants adultes. Hein, moi, là, ces dernières semaines, avec Colline, on a beaucoup joué à Picomino. Je ne sais pas si vous connaissez Picomino. Elle a énormément perdu. Et du coup, maintenant, elle ne veut plus jouer, provisoirement, je pense, avant que la chance tourne. Mais bon, tu vois, tu le sens. Il y a des moments où c'est approprié, des moments où c'est pas approprié. Mais si tu ne le dis pas à ton enfant, comment il va faire pour le savoir? Il peut Oui, oui, pas. c'est Tu vois, vrai, il oui. a envie de faire un truc qui lui fait super plaisir. Lui, il va te demander, il va te dire ah maman, viens, on fait ça, comme ça, machin. Ah non, aujourd'hui, non, là, je suis fatiguée. Enfin, moi, tu vois, je pense que Oui, non, j'ai mais c'est ça, entendu c'est dire ça. l'altérité aussi de lui faire comprendre, enfin, Ah oui. l'entraîner à ouais, ouais.
Mais tu es là dans une période où ton enfant, il est hyper enthousiaste pour vivre, découvrir son environnement. Enfin, il y a vraiment quelque chose chez ces tout petits, hein. Et il t'aime, ton enfant. C'est ça. Enfin, il t'aime d'un amour inconditionnel, ton enfant. Il te veut plus que tout. Il veut être avec toi en bonne relation. C'est ça aussi, je crois qu'il faut comprendre. Et quelquefois, il se plante et il ne comprend pas pourquoi il se passe quelque chose qui te met en colère ou je ne sais pas quoi. Et parfois, ça lui fait peur. Et effectivement, ça casse quelque chose. Mais ça va se réparer très vite, tu vois, parce qu'il est petit et qu'il a confiance en toi globalement, quand même. Donc, je pense que une vie de parent, c'est pas linéaire, hein. Il y a beaucoup de transitions, il y a beaucoup de difficultés. C'est pas pour rien qu'il y a des groupes de parents, tu vois, même des groupes de parents d'ados, des groupes de parents d'enfants adultes. Enfin, je crois qu'on a besoin de soutien à toutes les étapes de la croissance de nos enfants. Je finirai donc là-dessus, puisqu'on était censé finir à 11h. Ben, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie aussi chaleureusement Mathilde de m'avoir accompagnée. Et puis, ben, j'espère que vous utiliserez la plaquette et que vous la ferez circuler, parce que c'est un document qui est vraiment très, très utile. Et je vous embrasse toutes et je vous souhaite le meilleur, toutes et tous. À bientôt. Et vous pourrez retrouver la vidéo de la conférence. Je crois que je vais la mettre en ligne. À bientôt et bon courage avec vos enfants. Je vous souhaite plein de joie avec vos enfants.